Bonsoir Arnaud. Alors Bonsoir, pourquoi, quand François. et comment l'art action, performance, on verra que tu donnes potentiellement un autre nom à ce terme qui est un peu galvaudé, Oui, et tes liens notamment avec la poésie action et les poètes. voilà. Alors, je vais être un tout petit peu biographique, à savoir que je viens de la peinture, des beaux-arts, et de façon annexe, je suis venu à l'écriture. Mais il y a comme ça des figures très tôt dans mon existence qui ont marqué cette espèce de double direction, hein, peinture-écriture, enfin, ou art et poésie, c'est-à-dire bien avant même que je rentre aux Beaux-Arts. Hein. C'est-à-dire que je découvre, je sais pas, vers 14 ans, 15 ans, Rauschenberg pour ce qui est de la peinture, et c'est une espèce d'ouverture très très grande sur ce qui est le collage, les images, une peinture comme ça éclatée. Et je découvre pratiquement, je pense, à la même époque, mais un peu plus tardivement en fait, un peu plus tardivement, je pense en disant 69, je pense, 68, 69, je découvre Pellieu, et Burroughs, le cut-up, dans le fameux numéro des Cahiers de l'Erne, Burroughs, Pellieu, Kaufmann. Et donc, très très tôt, avant que je rentre aux Beaux-Arts, j'ai déjà cette espèce de bagage qui est plutôt lié à une technique, on va dire celle du montage, du collage, de l'association d'images et de mots. Et quand je rentre aux Beaux-Arts, évidemment, je fais plutôt de la peinture, mais j'ai cette espèce de double chose. Et j'ajoute que quand je rentre aux Beaux-Arts, j'ajoute une troisième dimension. Je m'intéresse beaucoup au cinéma expérimental à l'époque. Je me suis acheté une caméra Bolex 16 mm et je fais des films qui sont aussi des films comme des scrapbooks, hein, des films image par image, des films où je fais des espèces de montages avec des films trouvés, etc. Donc j'essaie très très tôt, je ne distingue pas, si tu veux, la technique du collage, du montage, du cut-up. Et donc, pour répondre directement à la question, l'écriture est mixée, si j'ose dire, avec les autres pratiques. Et c'est plus tard, lorsque je décide d'avoir plus une pratique d'écriture, que j'ai envie à ce moment-là de, de faire une revue que je vais faire et que je rencontre des gens, des revuistes comme on dit, des gens qui eux-mêmes font des revues. Et donc, tout de suite, il y a deux personnes que je rencontre très tôt et qui sont très importantes pour moi, c'est Joël Hubaut et c'est Julien Blaine. Alors, ça colle bien évidemment avec l'histoire de Dox. Joël Hubaut, je le rencontre dans un contexte un peu bizarre qui est en fait, nous sommes deux jeunes artistes, nous sortons des Beaux-Arts tous les deux. Enfin, lui, il était déjà sorti depuis plus longtemps. Il était des Beaux-Arts de pas de Caen, il était Calais. voilà, c'est ça, de Il n'est Calais. pas resté longtemps. Voilà, c'est ça. Et moi, des Beaux-Arts de Paris. Et bah, moi, je travaillais comme ça dans le spectacle assez vite, mais pour gagner ma vie, mais j'ai envie de passer un concours pour devenir prof dans une école d'art. Et je le rencontre à ce concours. Et on discute un peu quand on va passer, puis on se rend compte qu'on a des références à peu près communes. Sur la musique, sur le cinéma, sur la Bélieu. littérature, sur la Pellieu bien sûr, Pellieu bien sûr. Et voilà, là, premier truc. Et je fais une première revue dans laquelle je mets Joël d'ailleurs, euh, qui me présente Charles Dreyfus d'ailleurs, qui me présente d'autres personnes. Et puis moi, je mets des gens qui, moi, m'intéressent aussi, qui sont Duchesne, par exemple, qui est un poète, qui était à la fois poète et peintre aussi, qui travaille sur les mots. Je mets Pellieu, je mets des gens qui sont là. Je vais au Havre, parce qu'il y avait une première, alors je ne sais plus quelle année c'est, hein, je sais pas là. Et je vais au Havre présenter ma revue. Il y avait enfin, une espèce de festival des revues. Et j'ai un petit stand comme ça avec ma revue unique. Et je vois arriver un grand mec qui arrive vers moi.
et qui me dit je te l'échange. C'était Julien Blaine. Je vois le pavé, Docs. déjà, Docs. Je dis ben, oui, mais moi, il y avait 24 pages ou 30. Il me dit j'ai gagné, il y a une quadrichromie. Et donc, dans ce. Voilà, c'est le premier échange, et ça doit se situer dans les années 76, 77 peut-être. Donc j'ai déjà un petit parcours, mais où. Moi, je peux te montrer après, évidemment, les textes que j'écris à ce moment-là. C'est vraiment du cut-up, c'est vraiment des images coupées, c'est vraiment. D'où les influences. Je ne suis pas encore, disons, dans une espèce de. Après, il m'invite dans Docs, je fais des choses peut-être plus proches de la poésie visuelle, mais je maintiens quand même ce rapport à une espèce d'écriture-montage. Ta revue s'appelait? Ma revue, elle s'appelait Locke. Et alors Locke, pourquoi? Parce que justement, j'avais mis l'image à la fois de LHOQ de Duchamp, qui est une grosse influence pour moi, enfin qui m'a beaucoup marqué évidemment, mais aussi parce que Locke, c'est à la fois les choses déchirées, hein, des locks, des choses, et puis Lockwar, en latin, c'est parler. Donc il y avait une espèce comme ça de jeu de mots à plusieurs étages, où il y avait... Et alors, Lock-Doc, évidemment, c'était assez drôle. Et ensuite, plusieurs années après, j'ai fait toute une série, que je te montrerai si tu les as jamais vues, toute une série qui s'appelait Les Cahiers Locke, où je donnais effectivement 12 pages à des personnes. Alors j'ai commencé toujours par les mêmes, hein, par les amis proches. Donc j'ai commencé par Julien Blaine, par Joël Hubaut, par Charles Dreyfus, par Jean-François Bourri. Enfin c'était les proches de trucs. Et puis après j'ai élargi, j'ai mis Pélieu, forcément aussi. Et puis j'ai mis évidemment des gens qui étaient plus d'une génération nouvelle, comme Al Pavle, qui à l'époque était un docker aussi. Hein. Et puis des gens qui ne sont pas forcément restés connus, mais voilà, et donc chacun, je leur donnais 12 pages. Et j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Voilà. Alors, la performance, c'est autre chose, hein, puisque tu parles aussi de la performance. La performance, elle apparaît dans une soirée doc. La première, elle apparaît dans une exposition qui a lieu à la galerie L'Art à Vinci, où Julien m'invite. Alors, je ne sais pas si c'était le doc Postcard ou je ne sais plus lequel. Donc c'est 78 je crois, 1978 aussi. 79, bah là c'est facile à trouver en fait. Et j'apprends, on me dit comme ça, je suis dans le public, on me dit que comment s'appelle-t-il, Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France. Oui, vient d'être assassiné. Et tu vois qui c'est? Oui, moi aussi j'ai un trou de mémoire. Et le premier truc que je vais faire, c'est une performance sur lui, enfin c'est fou parce que. Et donc je prends le micro, je murmure son nom dans le truc, et je ressors de la galerie et Pierre Goldman. Je dis Pierre Goldman, avec le micro Pierre Goldman. Et les gens voient dire Pierre Goldman, les gens ne savent pas, parce qu'on aime me le dire, moi, donc c'est une rumeur. Le bruit, et après je suis sorti dans la rue et j'ai hurlé le nom de Pierre Goldman. Ça, c'était la première performance au sens art-action, on va dire. Voilà. Mais très vite, pareil, le temps était à la fois extensible et puis très, très bref, parce que en fait, quand je me rends compte que la première année, j'ai dû faire quand même 25 performances ou 30 performances, donc j'en ai fait beaucoup. Mais j'ai essayé de trouver une forme, en effet. J'ai essayé de trouver une forme et qui, petit à petit, était une forme, on va dire, qui faisait entrer un certain nombre d'éléments qui relevaient encore, ou peut-être plus, des arts plastiques, on va dire. Ce qui fait que j'étais peut-être parfois un peu en porte-à-faux avec certains de mes camarades performeurs. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, je considère que cette histoire de la performance, puisque tu as soulevé la question du terme, moi je l'ai un peu abandonné. J'appelle ça aujourd'hui des choses que je fais qui seraient dans l'esprit de ce que je faisais à cette époque-là, des pièces composites plutôt, c'est-à-dire qui intègrent
il peut y avoir une vidéo simultanément, moi, d'autres personnes qui participent, du son. C'est le côté mix, là encore, une espèce de collage spatial, quoi, une espèce de collage spatial. Multimédia. Donc ça, c'est très tôt que je fais ça aussi, dont une fois où je suis encore avec Joël, avec Julien, je crois aussi, mais qui est organisé par Jean-Jacques Lebel, qui s'appelle La vie de passage, en 1980, je crois, 1980, à l'Arc, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et là, je fais une assez grosse performance de ce type. Et j'en ai fait après plusieurs autres, même pas mal d'autres, en liaison aussi avec un endroit qui était boulevard de la Villette, qui s'appelait le Théâtre d'en face, le studio Théâtre d'en face, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Alors ça c'était important parce que c'était des gens de théâtre qui s'appelaient le Théâtre d'en face, qui étaient des gens de théâtre expérimental, très 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 intéressants, et Pierre Frilou et Françoise Gadanke, et qui s'intéressaient à la performance comme une sorte de territoire d'expérimentation aussi. Donc ils ont beaucoup aimé, ils sont beaucoup intéressés à ce que faisait Joël, à ce que je faisais, à ce que faisait Julien Blaine, et ils ont monté ce lieu où il y a eu des gens fantastiques qui sont passés. Il y a eu Charlemagne de Palestine, il y a eu vraiment plein de gens, et ils faisaient une fois par mois, je crois, une espèce de soirée qui s'appelait... comment ça s'appelait, j'avais fait le logo d'ailleurs, je ne sais pas comment ça s'appelait, et c'était Michel Giroux qui en était un peu l'organisateur, voilà. Et donc voilà. Et donc là, j'ai fait plusieurs fois des performances. Joël a fait ça fantastique, mais vraiment ça, une de ses plus grandes performances qui s'appelait La Famille. Il l'a fait là-bas. Orlan avait fait des choses aussi là-bas. Donc ce lieu-là, c'est un lieu très important qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui n'a même pas... Il n'y a même pas la mémoire de ça. Et ça, c'est un peu dommage. J'essaie à chaque fois, moi, de placer ça, parce que Julien a été très proche d'eux aussi. Enfin, voilà. Et il y a eu des soirées d'orgue, je pense, là-bas. Et puis après, j'essaie de continuer l'espèce de suite logique de tout ça. Jean-Jacques Lebel m'a demandé de participer, d'être membre du comité d'organisation de Polyphonix. Donc j'ai été un des membres, voilà, jusqu'à devenir président à la toute fin, après Bernard Hitzig, voilà. Et donc voilà, c'est ça mon rapport, on va dire, chronologique à cette histoire de l'art-action, à cette histoire de la performance. J'ajoute évidemment que tu connais, mais ça c'est pas clos avec ça, mais ça rentre évidemment dedans. D'ailleurs, il faudrait que je te donne un autre bouquin d'ailleurs. Pas celui-là, mais ça se clôt d'une certaine manière avec... Enfin, ça se clôt, ça se couronne, si on veut, ça se marque en tout cas à travers mon livre L'acte pour l'art, qui est en 88. Chez Jean Monod. Comment ? C'était Jean Monod, c'est ça, qui a publié le premier. Oui, les éditeurs évidents. Et c'est... oui, c'est les éditeurs évidents, et c'est... comment ça se fait voilà, ça a été plus compliqué. Oui, si, ça a été compliqué, les histoires des éditeurs évidents, parce qu'il y a eu une première demande, en réalité. Je l'ai écrit à la demande. C'est Jean-François Bory qui me dit un jour, j'aimerais bien qu'il y ait un livre, il dirigeait une collection chez un éditeur qui s'appelait Verrier, qui était un éditeur qui faisait surtout des soldes de l'éditeur, tu vois, des bouquins qu'on trouve tout de suite en solde, tu vois, je veux dire. Et il me dit, j'aimerais bien que tu fasses un livre sur la performance, l'art action, parce que j'étais dedans. Je dis, bah oui, mais enfin, il y a Lebel. Ah non, Lebel, il ne le fera pas, fais-le, etc. Alors je commence à l'écrire, mais je me dis, bon, je ne peux pas arriver en parlant que de l'art action du moment, etc. Donc j'ai recommencé une espèce d'histoire où je commence par les avant-gardes, etc. D'autant que je connais plutôt ça assez naturellement bien. À l'époque, il n'y avait pas Internet, machin, mais j'avais pas mal de bouquins, j'avais vu beaucoup de choses. Je travaillais dans le théâtre simultanément. J'ai travaillé comme régisseur de théâtre, donc j'avais aussi beaucoup de connexions de ce côté-là. Et puis, au bout de je ne sais pas combien de temps, vous savez écrit la moitié du bouquin, Jean-François me dit, l'éditeur a fait faillite, ça tombe à l'eau, etc. Bon. Et il se trouve que pour écrire le livre, j'avais été voir Bernard Hitzig, que je connaissais,
et Bernard, j'avais vu sur une photo qu'il était aux anthropométries de Yves Klein. Et je lui dis, mais tu as assisté aux anthropométries, est-ce que tu peux me raconter les anthropométries de Yves Klein? Et donc il m'a raconté les anthropométries. Plusieurs années après, Jean Dupuy m'a raconté aussi les anthropométries, parce qu'il était avec eux, mais on ne le voyait pas sur la photo, Jean Dupuy. Tandis que Bernard, on le voit bien sur les photos des anthropométries. Donc il me raconte les anthropométries, etc. Donc il se souvenait qu'il y avait ce projet de livre, parce que je m'intéressais quand même beaucoup aussi à la poésie action, donc Bernard. Et il me dit un jour, mais où il en est ton livre là, il n'est pas sorti. Je dis, bah non, Jean-François fait. Ah bon, bah écoute, donne-le-moi, le manuscrit, etc. Et en fait, il l'a donné à ses éditeurs, qui s'appellent les éditeurs évidents, qui venaient de lui publier, ou qui venaient de lui publier, je pense, Derviche le Robert, qui est un livre magnifique. Et je reçois un coup de fil des éditeurs évidents, qui sont de jeunes gens très sympathiques, et qui me disent, mais il faut le finir maintenant. et je dis, oui, ok, d'accord. Ah oui, mais il faut le finir vite aussi. Et donc, la deuxième partie du livre, c'est-à-dire après, on va dire, les avant-gardes historiques, tout ce qui concerne, on va dire, l'art corporel, la performance proprement dite, etc. Je l'ai écrit comme quelqu'un qui est comme Balzac quand il écrivait des feuilletons. C'est-à-dire que j'envoyais à l'époque, il n'y avait pas il n'y avait pas Internet, donc j'allais à la poste, j'envoyais des pages par fax, tu vois, aux éditeurs qui relisaient, et puis donc toute la fin du livre, enfin elle a été éditée bien, enfin ils ont bien travaillé, mais voilà. Donc l'acte pour l'art, ça a été une espèce de déclencheur aussi pour moi, grâce à la fois cette situation d'être dans l'obligation d'écrire autre chose que de la poésie visuelle, etc., m'a redonné vraiment le goût de la narration. Je sais pas. Et dans la foulée, j'ai proposé aux éditeurs évidents un tout petit livre qui était le récit de la vie de Michelangelo Merisi, dit Le Caravage, qui n'est pas de la poésie visuelle, qui est je ne sais pas si tu le connais, qui est un livre un peu particulier, mais où là, vraiment, j'ai relancé, disons, la machine écriture, hors, on va dire, historiographie, ou hors même visuel, cut-up ou performance. Voilà. Donc ça, c'est, voilà, je ne sais pas si le tableau est complet, mais voilà, j'ai cité aussi les quelques personnes importantes, parce que je pense que j'ai vu les entretiens de Joël, j'ai vu ceux de Charles aussi, j'ai vu tout ça. Et c'est vrai que la question du réseau, la question des connexions, la question des amitiés, c'est fondamental. C'est absolument fondamental dans cette histoire-là. Et je regrette parfois que ce soit distendu d'une certaine manière, mais je vois que ça continue aujourd'hui. Oui, après, c'est ce que je disais à Julien, notamment quand je vois Docs. J'ai l'impression, même qu'à l'époque, sans Internet, les liens étaient plus proches. Alors qu'on a une facilité de connexion et de communication. Ouais. Mais in fine, il y avait, quand tu voyais les festivals aujourd'hui de poésie, poésie action, poésie sonore, c'était très international, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Oui. Les gens voyageaient plus, il y avait plus de liens, même quand tu regardes Pierre Garnier avec le Japon, tu peux dire c'est incroyable. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus, ça semble alors, il y a peut-être une raison à ça aussi, c'est que je crois que, entre autres, qui pour moi n'est pas forcément des performances, mais les lectures publiques se sont beaucoup sont devenues un genre presque à part entière. Et ce qui fait que dans les festivals, dans les rencontres, les choses comme ça, il y a pour une part beaucoup de gens qui sont pas vraiment des performeurs, qui sont pas vraiment des gens qui viennent de la poésie, mais qui élargissent ce truc. Et ce qui fait que, à l'époque, et même s'il y avait des différences entre Chopin et Bernard Essig, par exemple, il y avait des grandes différences, mais il y avait une sorte de combativité presque, à faire connaître la chose. Chez Bernard, c'est clair, puisqu'il avait organisé chez lui, dans son atelier, enfin dans l'atelier de Françoise, il avait organisé ses premières soirées, où lui avait vraiment conscience qu'il fallait vraiment faire connaître cette petite
ce petit groupe qui était pas du tout homogène, de la poésie sonore, de la poésie action, c'est pas du tout homogène, c'est des gens très très différents. Et le livre que je te donnerai, parce que j'en ai quelques-uns, c'est le livre de, je sais pas si tu l'as vu, de François Janicot, Poésie en action, dans lequel, que j'ai publié avec Julien d'ailleurs, avec l'aide de Polyphonix, qui étaient les photos de Françoise depuis qu'elle suivait Bernard dans tous les festivals, et elle prenait tous les gens de tous les pays, en effet, parce que ce qui se passait, c'est que quand Bernard ou Chopin, ou qui faisait quand même aussi 5e saison, qui faisait aussi des revues, étaient invités à Londres, à Bruxelles ou à un truc, ou à Milan, ou je sais pas quoi, ils croisaient là les quelques personnes qui ensuite allaient être invités eux aussi à Paris, et puis après à Stockholm, et donc il y avait ce côté Communauté. beaucoup plus, oui, mais qui était beaucoup plus lié à une espèce de revendication d'existence à côté de la poésie mainstream, de la poésie reconnue, de la poésie et de la poésie, disons, livresque, alors que eux étaient déjà dans une espèce de poésie. Et là-dessus, c'est greffé, en effet, on ne serait peut-être pas d'accord là-dessus, je le dis un peu dans le livre, avec Julien, par exemple, c'est que c'est greffé là-dessus, ce que moi j'appellerais quand même des performances qui viennent plutôt des arts plastiques, qui sont plutôt d'artistes qui viennent peut-être parfois de l'art corporel d'ailleurs, et qui ont pu être intégrés par exemple dans des festivals comme Polyphonix, mais qui ne sont pas au départ liés à la poésie concrète ou à la poésie expérimentale même. Parce que si on prend par exemple les actionnistes viennois, ils étaient très très liés à la poésie expérimentale, mais eux-mêmes ne pratiquaient pas la poésie expérimentale. Mais par contre, il y avait des jonctions dans l'esprit, donc ils pouvaient participer aux mêmes événements. Et Polyphonix a vraiment créé cette espèce enfin, c'était pas le premier, puisqu'il avait fait le festival de la libre expression Jean-Jacques, où il y avait vraiment l'arrivée de gens qui venaient des arts plastiques, qui venaient même parfois des arts du spectacle, enfin, puisque dans un des premiers festivals de libre expression, il y a Topor avec une sorte de spectacle, il y a Jodorowsky, c'était pas un happening vraiment, c'était une chose un peu singulière qui relevait qui était entre le spectacle et le happening. Et je pense que ça c'est important aussi parce que alors, évidemment, c'est une impureté si on utilise le mot poésie à chaque fois, c'est une impureté, mais c'est cette impureté qui me touche et qui me plaît. Enfin, on est dans l'intermédiaire. Dans l'intermédiaire, voilà, l'intermédiaire au sens strict d'ailleurs, oui, tout à fait. Dick Higgins, exactement, voilà, exactement. Et par rapport, on parle de Dick Higgins, c'est ton rapport, parce que là on voit des œuvres de Jean Dupuis ou de Robert Filou chez toi, Ouais. ton rapport à Fluxus et à ces gens, est-ce que tu les as... Enfin, Jean, tu étais très proche. Oui, Jean, j'ai été très proche. Et de Filiou, est-ce que tu Filiou, je l'ai connu, bien sûr, Filiou, je l'ai connu. Je l'ai publié aussi dans les cahiers Locke, Filiou, et alors c'est assez drôle parce que justement, j'ai connu par Jean Dupuis, justement. Et on participait ensemble à une soirée de performance organisée par des performances collectives organisées par Jean. Et donc, je ne sais plus ce qu'il faisait lui, mais à la fin, je lui dis, mais j'aimerais bien vous publier dans les cahiers Locke. Il me dit, oui, oui, très bien. D'accord, mais je veux pas que mon nom figure. Je dis, ah bah, c'est un peu dommage quand même. J'aimerais bien que votre nom figure, parce que c'est comme... Oui, non, mais il figurera de certaine manière, parce que je veux que ce soit un travail que je fais avec des étudiants allemands. Donc, en fait, tout je te le montrerai, le petit cahier Locke est de Filiou, mais en fait, ce sont ces étudiants allemands, en fait, je sais qu'il avait quand même des difficultés financières, il avait beau avoir des expositions, vendre, etc., être montré très internationalement, être soutenu ici par des grands conservateurs, des grands commissaires d'expo, mais en fait il faisait des workshops, il faisait des trucs comme ça, et pas en France, plutôt en Allemagne. Donc c'est avec des étudiants allemands qu'il avait fait ce petit cahier Locke. Donc oui, pour te répondre, oui, j'ai été assez... Mais en fait, tu sais, c'est ça la question du réseau aussi, c'est ça la question des amitiés. C'est-à-dire que dès lors que tu es ami avec Jean, tu peux connaître Filiou, et puis dès lors que puis Filiou, tu peux connaître bon, dans ce cadre-là pas trop, mais vers
Lebel, par exemple, moi j'ai connu Caroline Schneemann, ou j'ai connu, après j'ai pu tisser des relations avec d'autres, tu vois. Euh, et quand j'ai été prof moi-même, alors ça c'est plus tardif, à Avignon, en 90 je crois, j'ai tout de suite créé des événements, et avec le directeur de l'école, qui était un mec assez génial, qui s'appelait Jean-Marc Ferrari, et on invitait des artistes, et moi j'ai beaucoup invité des artistes Fluxus. Donc j'ai invité par exemple Nam June Paik. Donc j'ai été voir Nam June Paik qui était à la, à l'hôtel qui se trouve à Saint-Germain-des-Prés, dont j'oublie le nom aussi au moment où je le dis. La Louisiane. La Louisiane, où va Ben aussi, c'est ça. Ah oui, voilà, où va Ben, exactement, la Louisiane. Et je vais voir Nam June Paik, je lui dis voilà, j'organise une chose qui s'appelle Ouvert la nuit, et ça va être toute la nuit, des performances, des actions, etc. Mais qui ne seront pas accessibles vraiment au public, ça sera dans les fenêtres ouvertes dans la ville d'Avignon. Génial, il me dit génial, génial. Alors, vous allez demander à quelqu'un qui joue du piano de jouer la sonate au clair de lune toute la nuit. Je dis, bon, et on ne peut pas mettre un magnétophone. Non, 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 surtout pas, il faut vraiment que ce soit. Je vais à Avignon et je dis à des étudiants, il y a quelqu'un qui sait jouer bien. Et une Coréenne, Nam June Paik, elle a joué toute la nuit, toute la nuit, la sonate au clair de lune. Donc là, effectivement, le fait d'être dans une espèce de réseau amical fait que j'ai eu des contacts assez faciles avec beaucoup d'artistes de cette génération. Et Jean Dupuis, effectivement, tu avais une approche. Alors Jean, je l'ai connu, alors comment je l'ai connu, je ne sais plus, mais enfin si, toujours par le même réseau, mais je me souviens que il voit quelque chose de moi et il me dit je t'invite à New York, il y a un voyage qui va s'organiser qui s'appelle Une idée en l'air. C'était Philippe Casal qui organisait ça. Mais c'était très officiel en fait ça. Hein. Et Jean me dit je t'invite. Parce que dans son loft, il y avait des performances qui étaient prévues dans le truc. Je n'étais pas invité en réalité, tu vois ce que je veux dire. Et donc je dis ah bon bah super, mais comment je fais il me dit bah, tu prends ton billet. Et c'est vrai qu'à l'époque on pouvait trouver des billets pas chers pour aller à New York. Et puis moi j'avais un copain qui habitait, moi j'avais été plusieurs fois à New York là, déjà. Et j'avais un copain qui pouvait m'héberger, donc pour moi c'était très bien. Et puis, donc, il m'a imposé dans le machin. Sauf que je ne suis même pas sur les photos. Mais par contre, j'ai participé à une soirée que je partageais avec Charlemagne Palestine, par exemple. Et c'était dans le loft de Jean. Mais ça, c'était en réponse à quelque chose où je l'avais rencontré, moi, lui, avant. Alors, est-ce que je l'avais rencontré au studio théâtre d'en face, dont je te parlais tout à l'heure, où il avait fait une performance mayonnaise. Il faisait une mayonnaise avec l'air de l'hymne chinois. De Mao là, et donc il faisait mayonnaise, la mayonnaise, sur une petite tournette, voilà. Ou est-ce que c'est un autre moment, je ne sais plus trop. Mais enfin oui, j'ai connu du Jean. Et après j'étais assez proche de lui parce que après il est revenu en France, comme tu sais, et il était dans la région il est mort maintenant, mais il était dans la région de Nice, son fils y habite toujours, et voilà. Et donc oui, je l'ai beaucoup vu lui. J'ai écrit sur lui, voilà. Mais c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Vraiment. Il t'a influencé en partie sur ton travail? Alors moi, je ne dirais pas ça, mais alors, ce qui est assez drôle, c'est que c'est plutôt lui, enfin je ne peux pas dire que c'est lui, je ne peux pas dire que je l'ai influencé du tout, mais c'est lui qui était demandeur pour que je participe à des choses ou que j'écrive sur lui, par exemple. Tu vois. Donc ce qui fait que il y a eu un petit livre, mais je ne sais pas où il est, mais il y a eu un petit livre qui avait été édité par la Lavette-Brück, c'est lui qui a voulu que ce soit. Qui était d'ailleurs Dupuis, Duchamp Dupuis, qui était sur Duchamp et Dupuis, où il y avait le grand verre et le petit rouge, le petit verre de vin rouge. Et donc là, par exemple, voilà, je l'ai fait vraiment par plaisir aussi, parce que c'est un ami, mais moi je me suis senti très proche de sa liberté totale par rapport. Parce que ce qui est très
fantastique chez Jean, ce qui était très fantastique, c'était son indépendance d'esprit. C'était un mec incroyable, parce que quand tu penses qu'il a été dans les plus grandes galeries américaines et qu'il le jour de chez Marianne Goodman, je sais pas, tu connais peut-être l'anecdote, chez Marianne Goodman, on lui dit alors il y a les collectionneurs sont là, et puis voilà, et puis vos amis seront là-bas. Il dit non, moi je vais avec mes amis. Ah non, il y a les collectionneurs. Il a été viré de la galerie Marianne Goodman parce que il préférait ses amis aux collectionneurs. Tu vois, non, et puis il a fait des pièces très historiques. Heartbeat Dust, c'est une pièce fantastique. Et puis et j'ai été très très content en étant à Nice de voir que mon ami Éric Mangion, qui dirigeait à l'époque le Centre d'Art, a fait cette grosse exposition à la Villarson et aussi à la Seine-sur-Mer, où il y avait tout le parcours de Jean, c'est-à-dire depuis les peintures informelles, qui sont une espèce de jeu sur le geste au départ et sur la couleur, toutes ces peintures qui soi-disant ont été pour une grande part jetées dans la Seine, mais il y en avait quand même qui sont restés, et puis la toute dernière période de ces peintures, ce sont des fausses peintures gestuelles, c'est-à-dire avec une diapositive, il repassait le tracé du geste, mais il le faisait au petit pinceau, quoi. Et donc il y a ce travail très ironique sur la peinture gestuelle et puis après il quitte l'Europe, il va à New York et là à New York il fait cette fameuse pièce qui lui donne une gloire immédiate. incroyable ouais. Mais alors j'aimais beaucoup Jean et j'aimais beaucoup aussi Olga, sa compagne, qui était une femme un peu fofolle comme ça. Je dis fofolle parce que elle s'est quand même un peu sacrifiée pour Jean, je veux dire. Je dis fofolle dans le sens où elle aurait pu certainement faire plus que d'être la compagne de Jean. Elle a participé à des happenings de Oldenburg, elle a participé à beaucoup de choses dans les années. Elle a participé à des choses avec Rauschenberg, et puis quand ils sont allés à Pierrefeu, c'était un peu l'enterrement de prendre. Enfin, tu vois, lui, il a continué à faire tous ces trucs, plus puis à la fin les anagrammes. Donc, enfin, je dis à la fin, mais c'est 20 ans, les anagrammes, au moins. Ouais. Oui, ça a duré un petit moment. Ouais. Et là, il y a une autre pièce, effectivement, de Ben. Oui, alors Ben me l'a offert, cette pièce, parce que j'avais organisé une soirée loc, précisément, à Beaubourg. Et non, il ne m'a pas donné à ce moment-là. J'ai fait une soirée loc à Beaubourg, ça c'est sûr. Mais non, il me l'a donné quand je lui ai demandé de faire un cahier. Il a fait un cahier loc. Et il me dit, alors je vais t'envoyer quelque chose, je vais t'envoyer une peinture, qu'est-ce que tu veux? Je dis, non, je t'invite moi à faire une... Ah, quand même, les autres t'ont rien donné. Ça veut dire, c'est incroyable. Et donc il m'a offert cette petite peinture, chacun sa vie, uniquement en remerciement du fait que je l'avais invité à faire participer donc à ce cahier loc. Alors, pour moi, c'est intéressant parce que c'est intéressant aussi que tu fasses tout cet archivage là, de notre communauté, quand même. C'est une communauté un peu informelle, mais où il y a quand même des générosités aussi. Tu vois, il y a des alors, je ne vais pas revenir sur Julien Belen, mais Julien Belen aussi, il y a une générosité énorme. Quand il a fait Docs, il nous invitait, on a fait des trucs, et c'est ce qui fait que cette générosité s'est retrouvée aussi dans des moments assez hallucinants. Il y a quelques années, tu en as peut-être entendu parler, je ne sais pas qui aurait pu t'en parler d'ailleurs, si ce n'est Julien, mais il y a eu un voyage de poètes marseillais à Saint-Pétersbourg. T'as entendu parler de ça? Pas du tout. Alors ce voyage de poètes marseillais à Saint-Pétersbourg était organisé par quelqu'un qui s'appelait Tolstoy. Oui, bien sûr, oui, je vois très bien. Alors Tolstoy, c'était un artiste qui venait de Russie, d'Union soviétique à l'époque, qui était restaurateur d'icônes, mais qui était aussi très intéressé par l'avant-garde. Et qui lui-même a fait des performances où il se couvrait de pigments bleus et où il refaisait les anthropométries de Hufquin avec des filles qui peignaient en doré. Enfin, bon, bref. Et il se trouve que lorsqu'il est venu à Paris, on est un certain nombre à l'avoir aidé, ou d'une façon
parfois modeste, hein, et quand il est retourné, après la chute du mur, etc., quand il est retourné en Russie, il a organisé un grand événement où il a invité un certain nombre de personnes, dont une délégation de poètes marseillais, dont j'étais sans être marseillais, mais parce qu'on était avec Julien Blaine, mais il y avait aussi des gens de la génération suivante, enfin, après moi, il y avait dans le groupe, il y avait Stéphane Bérard, il y avait qui encore, voilà, on était un certain nombre, il y avait Liane Giraudon qui était là, il y avait Vuitton, mais c'était un remerciement de ce qu'on avait pu faire, soit de l'aider pour rencontrer un galeriste, soit, tu vois ce que je veux dire, c'était des choses comme... Donc, très désintéressé en même temps, parce que je veux dire... mais c'était un mec assez incroyable. Et comme tu sais, après il avait une carrière au cinéma très étrange aussi, c'est-à-dire qu'il a rencontré Mocky, Mocky l'a mis dans un certain nombre de films, toi. Mais non, voilà, cette générosité, je trouve qu'il faut aussi... on a tous été un peu généreux envers les autres, et les autres ont été généreux. Voilà, je veux dire, il y a ça. Ce qu'on retrouve un petit peu moins, malheureusement, j'ai l'impression. Je crois qu'on trouve moins. Mais oui, mais pour les raisons aussi qu'il y avait peut-être ce côté un peu niche, ce côté un peu petit groupe, ce côté un peu... Et puis ce dont je parle, moi, c'est drôle, parce que je suis en train d'écrire un truc, un petit texte là, à sa demande d'ailleurs, mais ça me fait plaisir, sur Osang, tu vois, F.J. Osang, qui est un poète de la génération vraiment qui arrive avec le punk, hein, qui arrive en 77, 78. Et je me rends compte, puisque en écrivant sur lui, que les 4-5 ans alors on a été relativement proches, et puis là, on a fait un petit débat ensemble il n'y a pas longtemps. Mais effectivement, lui crée aussi tout de suite une revue, ses éditions, dans lequel il a tout de suite c'est Pellieu qui l'édite, tu vois. Il édite Rodonsky, il édite les gens qui l'admirent, hein. Et puis après, il passe, mais au début des années 80, donc 82, 83, il passe à la musique, hein, en étant chanteur avec le DDP, de la Destruction Pure, le groupe, hein, ça s'appelle. Punk, post-punk, mais qui est déjà pas punk, en fait, c'est un peu trop tardif pour être punk. Mais je me rends compte quand même que les 4-5 ans, ça joue un peu dans le réseau. Quoi, toi. On s'est connus, mais je lui demandais à l'audio, mais t'as connu Joël, Hugo et tout? Non, pas plus que toi. Pas... Donc ça veut dire, et pourtant, tu vois, je veux dire, il y aurait des proximités beaucoup plus grandes avec Joël qu'avec moi, tu vois. Mais il avait beaucoup aimé mon Caravage, il me l'avait dit. Donc c'est parce que lui, après, il est devenu cinéaste, comme tu sais peut-être. Donc en 82, c'est assez étrange hein, d'ailleurs, parce qu'il avait une crête, enfin lui il était quand même punk physiquement, enfin il avait le look. Et donc il passe le concours de la FEMIS et il le réussit. Hein. À l'époque je ne sais plus si c'était l'IDEC ou si c'était déjà la FEMIS. Et il réussit et son premier film c'est un film vraiment très très marqué par ces années de plomb sur le plan politique et puis sur le plan musical par la noise, hein, vraiment, le noisian rock. Hein. Enfin, je veux dire, il y a un truc beaucoup plus noise d'ailleurs que punk. Et son cinéma après devient une espèce de cinéma d'aventure, mais très singulier, quoi, où Burroughs est vraiment très présent, etc. Mais je me rends compte qu'on a les mêmes références, mais les quelques petites années font que j'ai envie de lui dire parfois, ouais, mais moi je connais ça depuis 73, lui il découvre ça, tu vois, et c'est marrant ça. J'ai un peu le même truc aussi avec, je sais pas si tu vois qui est, parce que c'est un autre réseau d'une certaine manière. Je sais pas, tu vois qui est Xavier Boussiron ou pas? Donc c'est un musicien avec qui, enfin c'est un artiste aussi, hein, mais aussi avec qui j'ai fait des choses en musique. Et j'avais fait un entretien qui est d'ailleurs dans le livre, hein, tu le verras, sur les Residents, le groupe Residents, et qui a beaucoup marqué sa musique, son travail et tout. Et quand il découvre les Résidences, moi, il a 20 ans de moins que moi, hein, mais quand il découvre, moi j'écoute déjà plus les Résidences. Et c'est assez curieux. Et comme il me dit très justement dans l'entretien, en même temps, ça montre que les Résidences, 10 ans après, pouvaient encore avoir, sur
comme Burroughs d'ailleurs, sur la génération d'après, il a le même impact euh, que sur la génération d'avant. Et ça, c'est génial. Pour certaines figures, Burroughs, ça continue. Je veux dire, aujourd'hui, Burroughs, ça continue. Toujours, même malgré, effectivement, je ne sais pas si la dernière expo qu'il y a eu à Paris, j'avais parlé avec le galeriste et je lui ai dit, mais c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de monde et tout. Oui, chez Sémioz, oui. Et il m'a dit, effectivement, qu'il avait eu, compte tenu du contexte actuel, c'est un peu en rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec notre cher Christophe, avec la revue Cockpit, Burroughs, les gens se disent mais il a tué sa femme. Oui. Donc tu as certains... les gens font les raccourcis. Oui. En disant vrai, alors, il l'a tué. Oui. Mais après il a été innocenté. Oui, mais en même temps, moi je dis d'ailleurs, oui, la question c'est même si c'est un féminicide, et c'en est un, est-ce que ça annule l'œuvre? Non. Par contre, moi, ce que j'avais trouvé chez Sémioz, c'est que les œuvres sur socle, c'était un peu trop, quoi. Mais ça, c'est le côté galeriste, c'est le côté marchand, c'est le côté... voilà. Mais moi, j'aime beaucoup les œuvres à la carabine. La carabine. De Burroughs. Non, mais c'est pour dire cette idée aussi que... je dis pas que c'est intemporel, mais je peux dire... J'ai vu un spectacle la semaine dernière, toi c'est pas vieux, de Marco Berrettini, qui est un danseur suisse, et qui est un... J'aime beaucoup ce qu'il fait, hein, il est très destroy, il fait très n'importe quoi, vraiment il était en torero, enfin c'était un truc très très drôle, et à un moment donné, il fait... Alors l'endroit, le lieu de la danse s'appelait le... Je sais plus comment s'appelle l'endroit, bon. Et c'est un endroit assez connu pour les spectacles de danse contemporaine. Et il est par terre à un moment donné et il dit tout autour de... Je dis, et il refait Vaduz, mais il parle du lieu qui s'appelle je sais plus quoi, tout autour de ce lieu-là, il y a, alors là c'est très drôle parce qu'il fait une parodie, il y a des homosexuels. Tout autour de trucs, il y a des hétérosexuels. Tout autour de... Et il fait vraiment une espèce de truc. À la fin, je lui ai dit, mais c'est génial. En fait, ah, tu connais, lui? Génial, tu vois. Parce que, moi, je ne peux que connaître, évidemment, mais lui, le faisant, mais il est suisse, hein, et Guadouz, évidemment. Bien sûr. Voilà. Mais, voilà. Mais, toi, ce mec, qui n'est pas de ma génération, qui vient d'un autre... Bernard Hetzi, qui me dit, génial. Tu vois, et donc ça me plaît beaucoup, parce que je veux dire, Bernard Hetzi, qui, comme disait Cadio, qui l'a bien connu, et qui défend toujours Bernard Hetzi beaucoup, qui disait, c'était pas gagné, hein, Bernard. Hein, il avait toute une frange de la poésie qui était truc, et c'est lui qui a gagné, quand même. C'est lui qui a gagné à l'arrivée. Enfin, je veux dire, Bernard, voilà, il a gagné, il a été Grand Prix, il a été... Voilà, mais ça c'est bien, ça c'est très bien. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois dans les nouvelles écritures ou nouvelles générations des Alors, choses je dois avouer que j'ai eu la chance d'être enseignant, donc d'abord à Avignon, comme j'ai dit, après à Dunkerque, après à la ville d'Arçon pendant 10 ans, et j'ai vu apparaître chez les étudiants des formes qui pouvaient emprunter par exemple à la poésie sonore ou à la performance telle que je la connaissais, ou à des choses qui sont liées au son, beaucoup au son, puisque à la ville d'Arçon par exemple il y a tout un atelier son extrêmement important, et des matériels, etc. Et donc j'ai vu apparaître en effet des générations que j'ai toujours soutenues, et donc alors aujourd'hui, comme je ne suis plus prof, je dois avouer que je ne vois plus l'émergence de tout ça. Donc il faudrait que j'aille dans des festivals. Alors bien sûr je vois, mais je n'ai pas cette, comment dirais-je, cette proximité que j'ai pu avoir avec certains étudiants qui ont, pour certains, eu entre guillemets, des petites carrières, ou qui continuent d'ailleurs. Moi je vois Anna Biskov par exemple, qui est une de mes anciennes étudiantes, que je vois qui fait des choses, qui fait des performances, qui travaille à la fois le langage, maintenant elle inclut ses enfants dans les performances.
ou des gens qui font les performances. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, Jeanne Moineau. Non. Alors Jeanne fait des trucs très très bien. Mais je l'ai connue faisant des choses d'ailleurs aussi très bien, très décalées par rapport à l'enseignement de la Villa-Arson, un peu destroy, etc. Et puis comme elle assume aussi beaucoup sa posture de lesbienne, elle fait des choses aussi qui amènent une sorte de dérangement beaucoup plus grand que par une sorte d'anonymat. Donc tu vois, elle assume totalement ça. Et elle fait des performances qui sont très, 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 tu vois sur internet, mais très composites aussi. Tu vois, elle fait participer beaucoup de gens, il y a des chorales, il y a des machins, mais c'est très, très physique. Oui, ça c'est une artiste que j'aime beaucoup. Mais je ne peux pas dire que je les découvre, je les ai connus comme étudiants. Je les ai suivis, même on a eu un étudiant commun par exemple, avec Joël, même plusieurs d'ailleurs, parce que soit ils étaient à Caen et ils passaient ensuite chez moi, si j'ose dire, alors soit à Dunkerque, soit à Avignon, soit à Dunkerque, soit à la Villa-Arson, soit c'était l'inverse. Il faisait 3 ans dans l'école où j'étais, puis après il terminait chez Joël. Donc il y a eu le premier, ça doit être... non, c'était pas le premier, mais il y a eu Éric Madeleine, a été étudiant, il était 3 ans à Caen, et les 2 dernières années, il a été à Avignon. Laurent Prex aussi, alors Laurent Prex c'est l'inverse, il a commencé à Avignon et il a terminé à Caen. Donc ça c'est assez drôle parce que c'était très très lié effectivement à nos existences de profs dans les écoles, quoi. Alors, ce qui était différent effectivement à la Villa-Arson, c'est que comme il y avait cette dimension du son et de la musique aussi, hein, il y avait d'autres types de rapports je dirais, au sonore, par exemple à la poésie sonore, etc. Et alors là, c'était plutôt les plus comment dirais-je, les moins marqués par le domaine qui étaient plus intéressants à mon avis. Toi, ceux qui n'étaient pas vraiment du son, qui faisaient du bricolage, quoi. Alors il y en a eu quelques-uns. Et aujourd'hui, effectivement, toi, dans ton travail personnel, tu disais effectivement suite à la publication de ton livre dédié à la performance, tu en continues un peu quand même. Oui, mais alors grâce à ma compagne, je dis grâce à elle parce que elle a un autre parcours et elle est au départ critique d'art, mais elle s'est toujours intéressée parce qu'elle a fait de la danse assez longtemps, elle s'est toujours intéressée au rapport de l'art avec la scène, mais pas la scène, on va dire, au sens théâtre, vraiment, mais donc ce qu'elle a appelé le corps scénique, c'est-à-dire plutôt la danse. Avec le point commun avec moi, si j'ose dire, c'est qu'elle part, et moi j'en parlais déjà pour l'art de la Johnson Church, les danseurs de la Johnson Church, c'est-à-dire ceux qui intègrent la leçon de John Cage, à savoir que tout peut être danse, marcher peut être de la danse, se maquiller peut être de la danse, Lindsay Child, l'exemple, ou Arrête Technology, c'est-à-dire comment Rauschenberg introduit aussi l'idée que l'objet technologique peut appartenir à une espèce de dimension spatiale, comme par exemple la fameuse partie de tennis qu'il organise, Franck Stella qui joue au tennis, et en fait à chaque fois qu'il frappe une balle, il y a une lumière qui s'éteint sur le court de tennis, et à l'arrivée il joue dans le noir, mais tout est filmé en lumière infrarouge et on les voit eux jouer. Ça c'est un rapport c'est plus tout à fait de la performance, mais il appelait ça performance, hein, quand même, j'aime bien, sans être, tout en faisant des performances aussi par ailleurs. Mais donc elle
elle part aussi un petit peu de là, mais pour s'intéresser aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai vu Marco Berrettini d'ailleurs l'autre jour, c'est-à-dire pour s'intéresser à ces gens qui, eux, revendiquent le côté scénique, vraiment, ils viennent des arts de la scène. Ce qui fait que je découvre aussi des gens qui sont parfois entre les deux. Euh, et je me suis rappelé. Alors, moi, comme je t'ai dit, j'ai travaillé beaucoup dans le théâtre. Hein, j'ai travaillé 17 ans comme régisseur. Voilà. Mais, et donc, j'ai travaillé avec Bob Wilson, j'ai travaillé avec des tas de gens, Vitesse, Chéreau, machin. Donc, je voyais ce que et c'était pas mon truc. Par contre, je voyais bien que la scène, c'était intéressant. Et je me rends compte aussi qu'il y a des gens qui sont issus de la scène, qui, un peu comme la haine de la poésie pour des poètes, quoi, tu vois ce que je veux dire, qui veulent euh, changer le théâtre de l'intérieur, qui veulent changer la scène en faisant de la scène, et non pas en faisant de la performance. Nous on fait de la performance, on dit on ne connaît pas le théâtre, mais on ne fait pas de théâtre. Mais il y a ceux qui font du théâtre ou qui font de la scène en revendiquant malgré tout cette notion d'être, je suis sur scène, mais j'aime pas le théâtre que vous nous donnez. Alors moi j'ai travaillé par exemple beaucoup avec, je te parlais de Xavier Poussillon, mais j'ai travaillé avec ce théâtre qui s'appelle le théâtre du Zérep, donc qui est un espèce de théâtre un peu très 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 critique du théâtre, mais qui joue beaucoup sur des choses qui relèvent, qu'on croit relever de la performance, mais ils viennent vraiment de la scène. Et donc pour dire que grâce à Patricia, ma compagne, je reste quand même très très informé de choses que je n'irais peut-être pas voir si j'étais purement intéressé par la performance. Parce que, pour en revenir à la question telle que je la comprends, peut-être que c'est pas ça qui est le sens de ta question, quand tu me demandes si je vois des performeurs ou des choses comme ça, c'est que, on en a parlé tout à l'heure, je crois qu'il y a des réseaux, aussi aujourd'hui d'autres réseaux, et je crois par exemple que grâce à Docs, aujourd'hui, je serais peut-être amené à voir des choses, mais je ne devrais pas le dire parce que le film il va circuler peut-être. Mais quand je vois que, et j'aime beaucoup, c'est des gens que j'aime beaucoup, mais quand je vois en effet que Jean-Jacques Lebel me demande d'organiser un truc polyphonique et qui me dit tu seras avec Esther Ferrer, avec Joël Hubaut et avec Julien Blaine, c'est le troisième âge là, c'est pas possible quoi. Mais en même temps, je ne sais pas non plus comment on peut, si on n'est pas dans une espèce de réseau de pratiques, de lieux alternatifs, de connexions particulières, être vraiment au courant. C'est pour ça que quand j'ai été prof, j'avais au moins cette possibilité de découvrir des gens en train de se former, mais d'être aussi déjà actifs. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Joël est plus, de ce point de vue-là, est plus au fait que moi, mais lui-même, quand il était prof, il a eu une influence énorme sur un certain nombre d'étudiants qui sont devenus des performeurs, et c'est eux qui, à un moment donné, ont fourni un tout petit peu une espèce de base de la performance. Parce que peut-être que ça, c'est aussi une différence qu'on avait peut-être Joël et moi, mais moi, par exemple, j'ai jamais voulu enseigner, parce que j'ai toujours dit que ça ne s'enseignait pas la performance. Au sens où j'ai participé à des colloques avec des gens très intéressants sur la performance, mais quand on me demandait votre enseignement de la performance, vous êtes professeur, je disais mais oui, mais j'enseigne pas la performance. Il y en a où à Dunkerque, j'étais prof de culture générale parce que hein, à Avignon, j'étais au départ sur un poste de scénographie, hein, parce que je veux bosser du théâtre, voilà. Et à la Villarson, j'étais prof de peinture. Tu vois. Mais, en effet, les étudiants qui pouvaient m'intéresser, c'était ceux qui biaisaient, qui sortaient du truc et qui avaient besoin, en effet, d'être. Donc, mais quand j'avais. Je ne sais pas si ça ne dictait rien non plus. Moi, c'est un brillantissime étudiant que j'ai eu. Enfin, brillantissime, je veux dire. Personnalité, personnage. Artiste formidable, il s'appelle Thomas Turley par exemple. Le mec,
rien à lui enseigner, quoi, à la limite. Toi, je veux dire, je voyais le type, il avait une espèce d'énergie. Quand il est arrivé, il était à Nantes dans les 3 premières années. Il arrive, il faisait des trucs avec de la poudre à canon, il faisait des trucs, assez dangereux. Il faisait pas de performance vraiment, mais c'était un corps de performeur, tu vois. Et il a intégré le son, il a intégré il a fait. Alors, et après, il a fait vraiment un travail vraiment avec des objets, euh, tu vois, de récup, de machin, un truc assez costaud. On les appelait les garagistes, un peu les mecs, là, tu vois, ils faisaient des trucs un peu macho, un peu comme ça. Mais on sentait que ça, c'était une espèce d'énergie euh, hors catégorie, tu vois, hors peinture, hors performance, hors évidemment pas vidéo, son un peu, mais une forme, voilà. Et donc Thomas, je sais pas si on le voit un peu moins Thomas, mais il a été très actif et à un moment donné on l'a beaucoup vu dans une espèce de truc très physique, très singulier comme ça. Alors voilà, ça c'est un étudiant qui m'a par exemple marqué en tant que prof, je veux dire, je vois l'étudiant. Et puis à la Ville d'Arson, il y a un mec que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gauthier Tassard, avec qui j'ai fait des trucs, qui est prof hein, aussi, mais qui fait tous les ans, j'ai des disques, je dois avoir ces disques quelque part, euh, un truc qui s'appelle l'orchestre inharmonique. Et il travaille avec un musicien. Il a fait venir Charlemagne, par exemple, sur une Palestine une année. Il a fait venir Boussiron. Il a fait venir enfin, bon, des gens comme ça. Et, et en fait, il travaille pendant quelques semaines avec des étudiants qui ne savent pas du tout jouer de musique. Et ils font un orchestre avec soit des instruments qu'ils jouent mais sans savoir en jouer, soit des objets qu'ils transforment en instruments de musique. Et c'est fantastique. Et ça, c'est un. C'est pas, je sais pas si on peut appeler ça musique ou performance, mais ça, pour moi, ça, c'est une des plus belles choses que la Villarson fait. C'est un prof qui fait ça, Gauthier Tassard. Et alors après, les disques sont faits par un autre prof de l'école qui s'appelle Arnaud Maguet, que j'aime beaucoup aussi, et qui fait des publications de disques, et qui s'appelle Les disques en rentrant réunis, et qui. Alors, où placer ça c'est de la musique expérimentale, toi, je veux dire, c'est voilà. Gauthier, peut-être tu peux le connaître par ailleurs parce que il est un des musiciens de I Apologize, qui est le groupe de Jean-Luc Vernat, qui était un autre prof à l'époque de l'école. Mais voilà, mais Gauthier il fait ce truc que je trouve incroyable, c'est l'orchestre harmonique, tu vois, je veux dire, c'est formidable. Et aujourd'hui, toi, ton travail, on en parlait tout à l'heure quand je suis arrivé, tu es plutôt lié à l'écriture en ce moment. Alors, non, je dirais pas ça, mais il se trouve que là, bon, j'ai fini ce bouquin, je continue d'écrire des choses quand on me le demande et quand ça me fait plaisir d'écrire au son, par exemple. Mais moi, j'ai tendance à dire, est-ce que c'est présomptueux, voilà, que tout mon travail est plutôt conceptuel. C'est-à-dire que ça part de la pensée, mais évidemment, ça prend des formes qui répondent souvent à des contextes. Hein. Alors, j'ai fait tout un travail de peinture, par exemple, au mois de décembre, qui sont des peintures-peintures, que j'appelle des peintures d'une certaine manière conceptuelle, parce qu'elles sont basées, parce que j'ai écrit aussi un livre qui s'appelle L'art parodique, il y a quelques années, et je m'interroge beaucoup sur cette question du rire comme, comme expression à la fois pour celui qui le pratique et puis comme réception par rapport à un public. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'émotionnellement, le rire. Celui qui rit parce qu'il voit quelque chose ou celui qui rit parce qu'il fait quelque chose, je trouve que c'est intéressant parce que c'est assez peu traité. Et moi, je me pose la question, là en ce moment, avec ces peintures, je fais et alors ça vient un peu de Fluxus aussi, d'une certaine manière, parce que l'introduction du gag comme étant une dimension de l'art possible, avec évidemment la dimension cinématographique du burlesque, mais aussi, ou de la performance, mais en peinture, est-ce que de faire un gag en peinture, est-ce que c'est le gag qui est plus important que la peinture? Et donc j'essaye de travailler sur cette question de peinture qui
prend le dessus sur le gag, mais tout en qu'on dise c'est une peinture, donc sur son sujet, mais qu'en même temps garde une dimension humoristique. Donc par exemple j'ai fait tout ce travail. Mais justement, tu me demandes si j'écris plutôt, non, mais je n'aurais certainement pas fait ce travail si je n'avais pas écrit l'art parodique et si je ne m'étais pas posé beaucoup de questions autour de cette question du rire que je traite parfois donc en fonction de contextualisation. La dernière en date de contextualisation où j'ai pu parler du rire, c'était, tu sais, cette fameuse redécouverte des œuvres des artistes incohérents. Donc on m'a demandé, j'ai été voir les œuvres, on m'a demandé d'écrire un texte, j'ai parlé des balles incohérents parce que ça m'intéressait, parce que personne n'a jamais écrit de choses là-dessus. Est-ce que c'est de la proto-performance? Est-ce que c'est juste du carnaval? Est-ce que c'est juste mondain? Est-ce que c'est proto-événementiel au sens où on utilise aujourd'hui le terme? Donc j'ai écrit sur les balles incohérents, mais je me suis replongé dans ces histoires sur le rire, sur la blague, sur le évidemment il y a le carré noir, enfin le combat de nègre, qu'on ne doit pas dire combat de nègre, enfin, moi je le dis puisque c'est le titre, un combat de nègre dans une cave, donc de Paul Bilot. Est-ce que c'est une peinture ou est-ce que c'est un gag? Est-ce que voilà. Donc tout ça me travaille et donc l'écriture m'accompagne, voilà. Et pour répondre aussi indirectement à ta question, ou directement, est-ce que j'écris plus que je ne fais de choses? Non, j'écris pas plus. Mais ça accompagne vraiment, et quelquefois ça accompagne longtemps. C'est pour ça que ce livre il est si gros. Parce qu'en fait, il est né je raconte hein, évidemment, il est né à la fois d'un micro-événement mondain, enfin mondain. J'étais en vacances en Italie et j'ai un ami qui est là, qui a des amis à lui, je me retrouve en bout de table avec ses amis à lui, et qui se trouvent être des productrices de cinéma. Et donc je ne sais pas de quoi leur dire, je ne les connais pas, je leur parle du dernier film que j'ai vu, qui était un film de Wes Anderson. Et elles me répondent toutes les deux, oh, c'est normal, parce qu'elles savent qui je suis, moi je suis là, et c'est normal, tu es un artiste. Alors je tique un peu, je dis ah bon, je suis un artiste, donc ça veut dire qu'il y a des films pour artistes, il y a des écrivains pour musiciens, il y a des danseurs pour architectes, il y a des... Je me dis, oh, putain, c'est un super sujet. Mais en même temps, je me dis, ça parle de quoi au fond? Et donc, il se trouve que comme j'étais prof à la Villa Arson, on avait droit, au bout de 10 ans, à une année sabbatique. Il fallait absolument que je la prenne avant de quitter la Villa Arson. Et on me demande un sujet. J'ai repensé à cette conversation et j'ai fait un petit texte de présentation. J'ai appelé ça le culte des bannis. Sur l'idée que c'était des cinéastes, des musiciens, alors bannis c'est le terme, on m'a beaucoup repris là-dessus, on me dit c'est un peu fort, ils ne sont pas vraiment bannis, mais ils ne sont pas bannis de leur catégorie, mais ils sont cultes de toute façon. Ils sont cultes parce que ils sont adulés par une autre catégorie, mais dans leur propre catégorie, alors je reviens à William Burroughs, dont je parle longuement dans le livre, dans leur propre catégorie, la littérature, William Burroughs, dans la littérature américaine, il n'a pas une place, c'est pas Hemingway, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est pas Steinbeck, c'est pas les grands écrivains américains. Et pourtant, il a une influence énorme sur la poésie contemporaine, il a une influence énorme sur la rock music, il a une influence énorme sur un certain cinéma, par la technique du montage, il a une influence énorme, mais dans les catégories annexes, voilà. Et donc je suis parti là-dessus, mais je me suis rendu compte, alors, travail au long cours, j'ai écrit des choses qui me tenaient à cœur, si j'ose dire, c'est incroyable, j'allais dire, ça me tenait à cœur de parler de gens dont je ne voyais pas beaucoup qu'on en parlait, comme Katia Coeur. Et donc, par rapport à Burroughs, j'introduis la figure de Katia Coeur, qui est une poétesse formidable, extraordinaire, et
qui est aussi, quelque part, alors je l'avais croisé au moment un peu du Phoenix, je l'avais rencontré un peu, mais qui, à un moment donné, je me dis, elle montre aussi, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure aussi, sur une espèce d'actualité ou de permanence de l'actualité, par exemple, de Burroughs, qu'une fille, dans une autre génération, qui est vraiment une nana qui depuis, mais avec des trucs conflictuels, est devenue une figure aussi assez féministe, mais en même temps assez détestée par d'autres féministes, mais avec cette espèce de figure de néo-biker, comme ça à la fin, culturiste, tatouage, machin. J'avais envie vraiment de parler de cette figure, ou de Sophie Podolski, qui est une belge que j'aime beaucoup, et qui avait un peu disparu des radars, tu vois. Et grâce à Burroughs, je me dis, tiens, il y a des gens. Alors c'est ma famille aussi, parce que Sophie Podolski, j'avais découvert ça dans les années 70 aussi, tu vois. Elle a fait qu'un livre. Hein? Ouais, incroyable. Tu vois. Et donc, voilà, alors le livre se constitue comme ça. Donc j'écris pendant des années, et puis, je me dis à un moment donné, il faut que je le mette un peu en forme. Je me rends compte qu'évidemment, il est très ample, comme ça, il prend une espèce d'expansion, comme ça. Mais je me dis, il ne faut pas que j'élimine des gens sous prétexte que, par exemple, je ne les aime pas, ou sous prétexte que ça va m'amener à parler peut-être de choses que je connais moins bien. Parce que je suis spécialiste de rien en fait. Je suis spécialiste de rien. Je fais de l'histoire de l'art, mais je ne suis pas historien de l'art. Je fais tu vois ce que je veux dire, je parle de cinéma, mais je ne suis pas critique de cinéma. Je parle de musique, mais je ne suis pas critique de musique. Mais par contre, dans le livre, je parle de musique et j'en parle à la première personne. Je parle de rock, mais je parle aussi d'autres types de musique. Je parle de cinéma, je parle de Hitchcock, mais je ne suis pas critique de cinéma. Pourquoi je parle de Hitchcock? Parce que Hitchcock, à un moment donné, devient une espèce de référence incroyable pour tout l'art contemporain des années 80, 90. Et donc voilà, ça me permet de parler de Pierre Huyghe, et puis voilà. Et donc voilà, le livre se compose comme ça. Et le truc, c'est que j'avais envie vraiment de parler de gens comme Gordon Clark, c'était facile, par rapport à l'anarchitecture, puisque tu sais qu'il parle d'anarchitecture, donc c'est-à-dire une architecture anarchiste, et puis qui est contre l'architecture, mais en étant lui-même architecte. Tu vois, ça revient sur cette question de être dans son territoire, mais contre son propre territoire. Donc j'avais envie de parler de ces gens-là, donc il y a tout un chapitre aussi sur l'architecture. Et j'aurais pu le continuer peut-être encore 10 ans. J'aurais vraiment pu le continuer. Et puis, il y a un peu plus d'un an, il y a Laurent Coway qui m'appelle, à qui je souhaite des vœux, et puis qui m'envoie les siens, enfin, je sais pas quoi. Il me dit, je voudrais republier l'Acte pour l'art. Je lui dis, bah écoute, non, parce que je ne vais pas le relire, puis j'aurais des. Voilà. Mais moi, j'ai un livre là, qui est quasiment prêt. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Et je lui dis, bah voilà, ce que je viens de te raconter. Et il me dit, bah, je veux bien lire le début, et puis je te dirai. Et puis il me dit très vite, ok, je le prends. Sauf que c'est en juin simplement dernier qu'il me dit, je vais maintenant le lire vraiment, maintenant qu'il est fini, enfin il était fini, hein, enfin plus ou moins, et on le publie en novembre. Alors là, j'ai un peu frémi quand même, parce que tu as vu le bouquin quand même, mais voilà, pour te répondre aussi, c'est pour répondre à ta question, est-ce que j'écris toujours? Le cadre que je m'étais donné avec ce livre me permettait d'être dans une espèce de long fleuve tranquille, ou pas tranquille, mais de long fleuve d'écriture. Là, j'ai pas de projet de nouveau livre, donc j'écris, mais pas avec. En revanche, l'écriture, comme je te dis, m'accompagne et me permet de revenir sur des problématiques que je traite. Par exemple, je vais te donner un exemple, c'est les feuilles de papier qui sont derrière toi, et ces petites choses qui sont là, par terre. J'ai une proposition de faire une vitrine, une grande vitrine au Palais des Beaux-Arts, au côté du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, et on me demande une installation. Et je me suis dit, je vais faire je vais répondre à Brotars, Marcel Brotars, dont je parle d'ailleurs beaucoup dans le livre, Marcel Brotars, qui est un immense poète et artiste. Et je vais répondre à Brotars d'une certaine manière, qui avait fait le département des Aigles.
mais je vais faire le département des poules. Pourquoi? Parce que je suis tombé sur une phrase de Lénine qui dit les aigles peuvent descendre aussi bas que les poules, mais les poules rarement aussi haut que les aigles. Et donc je suis parti sur une espèce de réflexion sur les mythologies qui sont générées par la figure de la poule et par le côté modeste de la poule par rapport au côté pouvoir de l'aigle. Donc voilà, et donc, mais pourquoi est-ce que je suis revenu assez facilement sur Brotars? C'est parce qu'il m'a accompagné pendant que j'écrivais ce livre, où il parle de Mallarmé, où j'ai écrit ce texte Brotars is a machine gun, parce qu'il était anti-marché, il était anti... Et en même temps, tu t'aperçois qu'aujourd'hui, c'est une figure du marché, enfin je veux dire malgré lui, mais alors, tout ça, ça me travaille. Et donc, mon côté un peu. C'est pas trop intermédiaire en l'occurrence, c'est plutôt caméléonesque. Tu vois, tout d'un coup, je me pose sur un truc et puis je peux dévier sur une installation, ou je peux dévier sur un livre, ou je peux dévier sur une performance éventuellement, ou sur voilà. Donc mon travail, il est pas plus l'écriture, mais l'écriture vraiment est une sorte de, oui, je sais pas si on peut dire ouais, un accompagnement théorique, auto-théorique, je sais pas si ça peut se dire, c'était auto-réflexif, c'est mieux, auto-réflexif. Et donc ça me permet de faire des propositions. D'ailleurs, tu n'as pas vu, mais ça aussi je vais te le donner d'ailleurs, la grosse expo que j'avais fait chez Lovenbruck, là, les 365 collages. J'ai vu l'expo. Ouais. C'est pareil, c'est parti d'une idée toute simple. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais été invité, comme quoi les déclencheurs sont très importants. J'avais été invité par un musée suisse de Genève, donc le conservateur qui s'appelle Marc-Olivier Valère, qui m'avait invité plusieurs années qui avait dirigé le Palais de Tokyo à un moment donné, et qui m'avait invité il y a quelques années dans simultanément une expo de Jim Shaw. Il m'avait demandé une petite installation sur mes propres mythologies, où il y a la haute culture, comme on dit, la culture basse, confrontée à la culture haute de grand art. Et donc j'avais montré des trucs aussi sur le rire, sur tout ça. Là, il me dit, visite mon musée et puis fais-moi une proposition pour la revue que je fais. Ça sera le numéro 1 de la revue. Donc le musée s'appelle le Musée d'art et d'histoire de Genève, et la revue s'appelle Macba. Voilà. Et je visite le musée, je vois plein de trucs bizarres. Ça commence par l'Antiquité, il y a les peintres suisses, il y a des armures partout, il y a de l'art contemporain. Et je me dis, c'est un collage, quoi. C'est un collage. Alors, je ne savais pas ce à quoi il s'attendait. Je pense qu'il s'attendait à un texte, justement, sur ma visite, quoi. Et je lui ai proposé 6 collages, je crois, ou 5 collages. J'ai fait ces collages pour la revue en question. Et puis, quelques semaines après, à Paris, je me suis dit, mais cette idée de collage comme une espèce d'autoportrait permanent, tu vois, la pile de journaux qui est là-bas, tu vois, c'est avec ça que je travaille depuis des années. Je prends des trucs dans des magazines, j'en ai plein. Et de les associer avec une contrainte, un par jour. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est une espèce de journal, parce que c'est quotidien, ou est-ce que ça produit... Alors, on rejoint la poésie visuelle d'une certaine manière. Est-ce que ça produit des espèces d'instantanés avec des images, où je peux aussi écrire des trucs, que je peux vaguement dessiner? Est-ce que ça produit quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte de... Oui, de réflexion au jour le jour, mais visuelle. Hein. Et le tout premier, je mets une image
de David Byrne, qui a fait ce disque qui s'appelle Stop Making Sense. Et je me dis, mais voilà, c'est ça. Il faut arrêter de dire que ça a un sens. Ça n'en a pas. Pour moi, ça n'a aucun sens. Je fais ça, ça n'a aucun sens. Je prends les trucs tels qu'ils sont, j'arrange ça, voilà. Puis j'ai aussi, comme j'ai une imprimante, j'ai aussi plein de trucs que j'ai imprimés. Quand je vois un truc sur Internet qui me plaît, j'en fais des images que je collecte. Voilà. Et en même temps, je vois la première, la deuxième, je me dis, mais oui, mais enfin, on peut faire une lecture de ça. Ils sont tous lisibles, ils sont tous décryptables comme racontant quelque chose. Et donc, cette espèce de stop making sense, en même temps, c'est une espèce de fausse question, parce que le sens, de toute façon, il arrive. Voilà. C'est comme quand tu mets deux mots ensemble, ça produit un effet, voilà. Soit un effet hiatus, soit un effet de complémentarité. Et ben voilà, ces hiatus ou ces complémentarités, elles se passent sur le truc. Et j'ai lancé ce truc, un par jour, en pensant au début que ça allait être assez simple. Et puis non, c'est pas très simple parce que la pile, je retrouve un peu les mêmes images, et puis parce que je me dis merde, il faut que je fasse mon collage aujourd'hui, et puis je vais à l'étranger, comment je vais faire? Est-ce que j'amène une petite. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai amené une petite enveloppe de trucs déjà pré-organisés, mais sans savoir ce que j'allais en faire. Et puis sur place, je tombe sur un truc, je photographie, je mets l'image. En Italie, par exemple, en Italie, j'ai vu des trucs. D'ailleurs, ma compagne n'en pouvait plus. À un moment donné, elle me dit, mais attends, ton collage, ah non, je voulais terminer dans la journée. Mais la journée, elle a l'avantage, c'est qu'elle commence à minuit 1 et elle termine à minuit, enfin moins 1. Donc la journée, tu peux vraiment faire ton collage le matin ou le soir très très tard. Mais cette idée, c'est que je me suis rendu compte, un peu comme le livre aussi, LCDB, je me suis rendu compte que c'était cette espèce de machinerie qui était mise en place, la quantité en l'occurrence, qui constituait l'œuvre. Et donc lorsque j'ai proposé à ma galerie, à la galerie Lovenbruck avec qui je travaille, de montrer l'œuvre, le premier réflexe du galeriste, c'est de dire on va faire une sélection. Je dis bah non, c'est une œuvre, on va pas faire une sélection. Ah oui, mais on va pas montrer 365 collages, avec 365 cadres, avec comment on va pas ça va pas tenir dans la galerie par ailleurs. Enfin, discussion assez difficile quand même. Heureusement, la directrice, enfin, il y a Lovenbruck, et puis il y a la directrice de la galerie qui me soutenait beaucoup et qui voulait beaucoup la publication. Et donc, à l'arrivée, effectivement, l'impression est double, enfin je crois. C'est un ensemble et c'est du détail. C'est un tout et c'est du détail. Et donc, elle a cette qualité que moi je recherche d'une certaine manière quand je fais mes murs. Tu sais, je fais des murs où je mets un peu comme ça, mais avec des œuvres à moi, où les objets, ou les peintures, ou les dessins se répondent et constituent d'une certaine manière une trame que chacun peut se faire. Après, j'ai vu des choses assez délirantes, assez drôles. Une personne qui me dit ah, c'est très intéressant, là, il y a des lignes obliques, des lignes droites, des lignes horizontales. Je n'avais jamais vu que sur 3 collages de suite, il y avait un travail sur la ligne. L'inconscient parle de temps en temps, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Inconscient visuel, même, tu vois. Et donc, voilà, cette idée que aussi faire œuvre, c'est aussi un peu basique ce que je dis, mais c'est construire quelque chose qui, à un moment donné, va faire sens dans l'ensemble. Voilà, Après ça, évidemment, un peu comme le livre d'ailleurs, je me dis, mais j'arrête les collages là. Non pas que je veuille arrêter les collages, j'en ai refait quelques-uns, mais non, parce que là, j'avais trouvé au fond une forme du collage qui était le détail, le tout et l'ensemble. Enfin, l'ensemble et le détail plutôt. Et donc, il y a une phrase que j'aime beaucoup, le tout tient ensemble, mais c'est ça, tu vois, c'est-à-dire que le tout était recevable immédiatement comme une œuvre plastique, et en même temps, chacun pouvait être une sorte alors même presque relever de la poésie visuelle dans certains cas, en effet, comme des petites pièces, mais il ne faut pas les isoler, parce que si on les isole, la question, par exemple,
qui avait été posée par le galeriste, il y en a des mieux que d'autres. Oui, certainement, mais ça n'a plus de sens. Je veux dire, moi, il y avait plus de calcul de ce point de vue-là. Il y en a que je trouve pas très très bon, mais Et ils vendaient la pièce en entier. alors la pièce, pour l'instant, n'est pas vendue, hein, mais l'idée c'est ça. La pièce n'est pas vendue. Il y a une institution qui sera intéressée, mais c'est assez complexe. Euh, Parce que l'institution en question craint que, mais ça c'est intéressant aussi par rapport à ce qu'on fait, nous les artistes, on va dire, qui empruntons beaucoup d'objets et d'images à d'autres, c'est que l'institution en question craint qu'il y ait des gens qui, soit des photographes, soit des auteurs de pièces plastiques que je réutilise, etc., puissent attaquer au nom du droit d'auteur. Voilà. Et ça c'est vraiment intéressant parce que j'étais là aujourd'hui au Magwal parce que j'ai un projet aussi de faire une performance autour de LCDB, mais dans un an et demi, avec des invités, etc., qui reprendraient le bouquin, mais on le mettra en live, tu vois, avec des performeurs, avec des gens qui sont dans les livres d'une certaine manière. Mais... Bon, bref. Et donc je discutais avec le conservateur du musée, qui est très, très sympathique, qui me disait, mais aujourd'hui, tous les musées sont effrayés par ces questions juridiques. Et là, ça vient des États-Unis, ça vient de tout ça. Alors, ils ont les jetons que. Putain, mais Dada, c'était ça déjà. Dada, c'était du collage. Je veux dire, les situationnistes ont voté le détournement. Le détournement, ils ne demandaient pas les droits d'auteur, enfin, ils ne demandaient pas les trucs. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand tu sais, avant de mourir, avant qu'il se suicide, Debord avait fait un truc pour Canal+. Tu sais, il avait fait un dernier film qui est très bien d'ailleurs, sauf que Canal+, ils ont demandé les droits aux sources. Ça n'avait aucun sens par rapport à Debord, ça n'avait strictement plus aucun sens, puisque l'idée du détournement, c'est d'enlever la propriété de celui qui l'a fait aussi, tu vois. Et alors, si tu demandes les droits, ça n'a pas de sens. Quand ils volent les images de John Ford, ils volent les images de John Ford, hein, voilà. Voilà. Mais bon, cette histoire aussi du vol, alors moi je comprends pas, je veux dire, tu prends Villègle, tu prends même les artistes de la poésie visuelle d'ailleurs, qui utilisent des magazines. Tiens, j'y ai pas pensé quand je disais ça. Moi j'adore la poésie visuelle italienne. Poesia Visiva. Hein, la Poesia Visiva. oui, poésie visuelle, ils utilisent beaucoup les magazines. Bien sûr. Et donc, Pignotti et d'autres. oui, ben voilà. Et donc ceux-là, on reconnaît même les monnaies, on reconnaît les sources. Tu vois, je veux dire, on reconnaît les sources. Donc, je comprends pas comment ça peut se poser aujourd'hui, quoi, tu vois. Il y en a un là, dernièrement qui m'a écrit pour le prochain docs, effectivement, il m'a mis dans les titres à partir du L. Ah oui. Donc effectivement. Ouais. Bon. Ouais. Bon, enfin voilà, c'est des questions qui font que cette pièce, bon, enfin, moi, je dois t'avouer que c'est un peu le cas de mes soucis. Enfin, j'aimerais que ce soit visible quelque part, mais c'est dit pour l'argent, mais je ne veux pas je trouve ridicule de la mettre en petits morceaux et de vendre moi l'idée c'est et de ce point de vue là le livre c'est intéressant parce que c'est vraiment là il n'y a pas de problème là. C'est un tout, tu vois, c'est un tout, ouais. Merci Arnaud.